Ya Allah. Et puis ces images qui nous parviennent en direct de frappes israéliennes du pont de Latakié que l'on va découvrir dans quelques instants. Laura, avec vous, illustration, on l'a vu, de ces frappes intenses et de cette menace depuis dimanche. Israël bombarde sans arrêt la Syrie. Oui, depuis dimanche, Christophe, Israël aurait mené plus de 300 frappes aériennes sur la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des frappes sur des aéroports, des radars, des dépôts d'armes et de munitions, des centres de recherche militaire et, on l'a vu, des navires de la marine à Latakié. Des frappes qui s'étendent sur tout le territoire, outre le port de Latakié au nord, les provinces de Dera et Kounetra dans le sud ont été visées, ainsi que la périphérie de Damas, sur l'aéroport militaire de Mazé, à quelques kilomètres seulement de la capitale. Des hangars d'équipement et plusieurs hélicoptères ont été détruits, comme vous le voyez sur ces images. Et Israël, bien évidemment, s'en est expliqué. Oui, par la voix de Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères israélien. C'était hier en conférence de presse. On l'écoute. Le seul intérêt que nous ayons est la sécurité d'Israël et de ses citoyens. C'est pourquoi nous avons attaqué des systèmes d'armes stratégiques, comme par exemple des restes d'armes chimiques ou des missiles et des roquettes à longue portée, afin qu'ils ne tombent pas entre les mains d'extrémistes. Laura, il y a un mot qui retient notre attention et on sait, parce que le régime de Bachar el-Assad est tristement célèbre pour l'utilisation de ces armes, les armes chimiques. Souvenez-vous, Christophe, en août 2013, une attaque au gaz sarin perpétrée par le régime avait tué plus de 1400 personnes dans la région de la Ghouta, proche de Damas. Juste après cette attaque, Al-Assad avait été contraint par la communauté internationale de signer la Convention sur les armes chimiques et d'éliminer son arsenal. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, s'était alors vue confier la mission de la destruction des stocks. Et en juin 2014, elle avait certifié que toutes les armes déclarées par la Syrie avaient été retirées. Restent les armes non déclarées, puisqu'en 2017 et 2018, de nouvelles attaques chimiques ont été perpétrées par Al-Assad sur son peuple. Pour cet article que vous voyez ici, le New York Times a interrogé un expert qui avait suivi le démantèlement. Selon lui, le stock restant serait néanmoins limité et difficile à utiliser, à moins, dit-il, qu'ils ne connaissent la recette, comment les mélanger et comment le faire en toute sécurité sans se tuer. Je serais sceptique quant à la possibilité qu'un groupe armé découvre ce genre de stock et soit ensuite capable de le convertir en une arme efficace. L'OIAC reste cependant sur ses gardes. L'organisme a publié lundi ce communiqué, rappelant que de sérieuses inquiétudes demeuraient quant au sort des quantités d'armes chimiques non comptabilisées sur le territoire syrien. Elle s'est dit prête à travailler avec, je cite, les autorités compétentes. Merci beaucoup, Laura, pour toutes ces explications. Je vous parlais de ces images qui nous sont parvenues quasi en direct. Images du port de Latakié. Regardez, destruction de ces frappes israéliennes, de ces navires qui ont été coulés et de ces stocks d'armes qui étaient disposés. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ? On parlera des Américains, bien évidemment, un peu plus tard, qui, eux, continuent de pilonner les bases de Daesh, qui se trouvent au cœur même de ce pays, cette crainte du terrorisme. On reviendra d'ailleurs sur cette résultante et notamment les risques pour nous, Français, l'Europe également, avec cette information que l'on vous donnait au début de cette émission de notre service police-justice. Ces 10 Français, pour le moment, identifiés, faisant partie des rebelles qui ont pris Damas il y a maintenant 2 jours. Cette menace, ces stocks d'armes, c'est une inquiétude légitime ? Oui, bien sûr, c'est une inquiétude légitime d'abord parce que, alors pour les Israéliens, parce que c'est à leurs frontières et donc ça pourrait être directement utilisé contre eux. Et puis plus largement, en fait, le risque, c'est qu'une partie au moins de ces armes disparaissent dans la nature, fassent l'objet de trafic et qu'ensuite on les retrouve sur différents, soit des théâtres de guerre, soit dans le cadre d'attentats jusque sur le sol européen ou américain demain. Donc il y a, sur les armes chimiques en particulier, c'est évidemment l'inquiétude terroriste, me semble-t-il, qui prévaut, mais il y a d'autres catégories d'armements qui sont aussi neutralisées par ces frappes. On a vu les bateaux.
qui emportent pour certains des missiles. J'ai l'impression que c'était des patrouilleurs lance-missiles, donc ça peut être dangereux pour le trafic maritime, on l'a vu en mer Rouge, mais il y a également tout l'arsenal anti-aérien du régime syrien, qui de la même manière, dans les mains de terroristes, peut représenter un vrai danger. Alors dans les mains de terroristes, mais également dans les mains de ces islamistes qui aujourd'hui ont pris le pouvoir en Syrie. Pour le moment, on a parfois du mal à faire les différences entre les deux. Oui, alors Al-Joulani a commencé par le chef, d'ailleurs. A commencé par le chef, mais le chef a dit que lui voulait avoir normalisé les relations avec tous les voisins, y compris Israël. Ce qui, dans la bouche d'un ancien islamiste, ou d'un toujours islamiste, mais simplement devenu plus pragmatique, fait quand même sens. Mais effectivement, de la part des Israéliens, ils partent de l'idée qu'il vaut mieux prévenir, il vaut mieux le faire maintenant que de se retrouver avec le problème dans quelques mois. Et effectivement, il s'agit de deux choses. Il s'agit d'abord, il reste une partie de l'arsenal chimique. Alors, il y avait eu 2 raids avec des Tomahawks qui avaient été menés par les États-Unis et l'autre par les États-Unis et la France à l'époque du premier mandat de Donald Trump pour frapper un certain nombre de centres de recherche sur l'arsenal chimique, mais c'était évidemment insuffisant. Ensuite, on savait que les Syriens n'avaient pas démantelé, comme engagé auprès de Barack Obama et auprès de l'ONU, tout leur arsenal chimique. Donc, effectivement, il vaut mieux l'enlever. Parce que les rebelles ne savent peut-être pas faire les mélanges pour utiliser le sarin, mais il y a énormément de gens du régime qui se sont ralliés et qui peuvent très facilement, en échange de l'impunité, aider à fabriquer des armes chimiques. Donc, c'est effectivement un minimum de prévention et surtout, outre donc les cibles que disait très bien Benoît frapper, il y a effectivement cette idée que la Syrie ne doit plus avoir de défense aérienne, de telle manière que les Israéliens puissent, quand ils le veulent, en cas de nécessité, intervenir. Et ce qui est d'autant plus intéressant qu'apparemment l'Iran, après les réponses israéliennes aux raids menés par l'Iran, apparemment en Iran aussi, une grande partie des défenses antiaériennes ont été détruites, ce qui donne pour le moment une maîtrise totale du ciel d'Israël dans toute la région. Myriam Amellal, on a appris également hier que le chef de la 4e section, qui s'occupait du programme chimique dans l'armée de Bachar el-Assad, a été abattu dans son bureau dans la banlieue de Damas. Au-delà, ça reste quand même une menace. Ces armes, elles existent. Alors il y a les armes légères, bien évidemment, qui pourraient peut-être aussi se retrouver dans nos banlieues ou ailleurs. Je pense au Kalachnikov. Mais l'arsenal, il existe. Les chars existent. Entre les mains des rebelles aujourd'hui, même si leur chef nous dit qu'il a changé ou qu'il veut changer, ça reste une menace. Bien sûr que ça reste une menace et je pense qu'on tire les leçons de la Libye. La Libye, après la chute de Kadhafi, est devenue un arsenal à ciel ouvert qui a alimenté tout le Sahel, qui a alimenté plein de conflits, les rebelles à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Les armes se sont retrouvées un peu partout et ont alimenter les conflits qu'on voit encore aujourd'hui. Donc cette expérience libyenne fait qu'aujourd'hui on est très très attentif à ce qui se passe en Syrie et notamment pour ces armes chimiques. C'est pas comme si elles n'avaient jamais été utilisées. Elles ont été utilisées par Bachar el-Assad et puis ces armes chimiques ont déjà été utilisées dans la région. Saddam Hussein les a aussi utilisées contre les Kurdes. Donc on sait très bien qu'il y a un réel danger et qu'il faut justement agir et prendre en compte cette expérience aussi bien libyenne qu'irakienne aussi pour la suite, après la chute du régime de Bachar el-Assad. Oui, parce que l'arsenal existe. Alors on va peut-être voir aussi ces images. Il y a des hélicoptères. D'ailleurs, ce sont des gazelles françaises. Ça veut dire qu'à un moment donné, on livrait des armes au régime de Bachar el-Assad, mais il y a également des chars. C'est un arsenal qui compte, surtout que l'on ne sait pour l'heure rien des intentions de ce nouveau pouvoir en place à Damas. Mais surtout que c'était la Russie qui, dans le cadre justement des négociations pour détruire ce stock d'armes chimiques, avait été mandatée pour justement superviser la destruction des armes chimiques de Bachar el-Assad. C'est dire si, oui, il y a une inquiétude que le travail n'ait pas été fait jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'au-delà des armes chimiques, on voit cette volonté d'Israël maintenant de pousser son avantage. On a un Benyamin Netanyahou hier qui a fait une conférence de presse en expliquant à quel point il était en train de remodeler le visage du Moyen-Orient. Et c'est vrai que cet axe chiite, cet axe de la résistance iranienne a été quand même mis à bas. Vous avez la destruction en grande partie du Hezbollah. Maintenant, ce relais qui était Bachar el-Assad qui est tombé. Aujourd'hui, on voit... Une relative faiblesse de l'Iran aussi en Irak.
y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Évidemment, et c'est ce qui a permis d'ailleurs cette avancée des rebelles du HTS. Aujourd'hui, on voit là sur cette carte le plateau du Golan. Israël est en train là aussi pousse son avantage et occupe cette zone tampon à la frontière de la Syrie. On a un Benyamin Netanyahou qui maintenant va aller frapper à la fois les dépôts d'armes chimiques, mais aussi tout l'armement du régime pour que ça ne soit pas une nouvelle menace pour Israël à l'avenir. Dont on parlait ce qui explique ces frappes contre les bases militaires, ces dépôts d'armes, pour que demain, ces armes et cet armement ne tombent pas dans les mains de rebelles qui menaceraient à nouveau Israël. D'autant, et Marc le laissait entendre tout à l'heure, il y a aussi cette possibilité, parce que on voit les avions qui ont été détruits, certains étaient en très mauvais état, mais des hélicoptères, il y a aussi des chars, nul n'est à l'abri que des militaires sachant s'en servir, ayant appartenu au régime syrien de Bachar el-Assad, puissent se ranger dans les rangs de ces rebelles aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est évident que ça peut tout à fait se produire. Maintenant, il y a une différence entre mettre en œuvre quelques avions et reconstituer une armée qui serait capable, par exemple, de menacer la supériorité conventionnelle de l'armée israélienne dans la région. On n'en est pas là. Non, mais vous pouvez vous en servir, puisqu'on sait que le problème de la Syrie, ce sont ses factions. Oui. Vous pouvez vous en servir contre vos ennemis si vous voulez régner sur le territoire. En revanche, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État en Syrie. Les rebelles ont chassé Bachar el-Assad, mais en fait, la situation de la Syrie est revenue à une situation de faillite de l'État. En fait. Mais surtout, Al-Joulani a dit clairement qu'il voulait une transition gérée, c'est-à-dire éviter là aussi le scénario irakien. Alors pour le moment, il a repris l'ancien Premier ministre. Voilà, et donc récupérer autant que faire se peut des cadres de l'ancien régime qui ne sont pas trop directement impliqués dans les atrocités. Donc à ce niveau-là, évidemment les militaires, ça a été d'ailleurs comme après la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains et les Soviétiques d'ailleurs ont récupéré tous les experts en balistique, dont les Américains von Braun. Et notamment le programme nucléaire. Notamment le programme nucléaire. Voilà, donc il y a une logique de ce point de vue-là de, disons, faire des frappes préemptives. Alors si le monde occidental et le monde plus globalement et les voisins se rendent compte du danger par l'expérience passée, notamment libyenne, et essaye de tenir compte de cette expérience pour ne pas répéter ce qui s'est passé dans le passé, l'actuel homme fort, El-Joulani, fait la même chose. C'est-à-dire que lui aussi précipite les choses. Il a discuté avec l'ancien Premier ministre, Al-Jalali, mais il a déjà proposé un nom pour un nouveau Premier ministre, Mohamed Bachir, qui est un ancien ministre du gouvernement du Salut à Idlib, donc un proche qui fait partie de Tahrir al-Sham, donc HTC, et qui justement est déjà en train de mettre en place un pouvoir, une transition, parce que la nature a horreur du vide et que le vide c'est le chaos. Et en faisant ça, il faudra aussi, comme vous le disiez, réfléchir à l'intégration de tous ces militaires, ces officiers de l'armée syrienne. On va pas, que va-t-on en faire? Ils vont forcément être... Et d'ailleurs, ils ont parlé d'une amnistie globale. Ils ont parlé d'une amnistie globale dès leur arrivée, pour les militaires. Y compris pour les militaires. Donc les choses se précipitent des deux côtés. C'est-à-dire côté israélien, on a peur aussi, donc on frappe, on évite que cet arsenal tombe entre de mauvaises mains. Les mauvaises mains, ça peut être des groupes armés, ça peut être Daesh qui est en train de se reconstituer, qui va profiter du chaos, mais c'est aussi ce pouvoir dont on ne connaît pas la nature. Vous disiez qu'il a déclaré effectivement qu'il était prêt à discuter avec tout le monde, y compris avec Israël. El-Joulani, c'est quand même un Syrien qui est né en Arabie Saoudite, qui s'est fait appeler, son nom de guerre, c'est Abou Mohamed El-Joulani, parce qu'il est originaire du Golan, et qui a fait partie de Daesh, qui a fait partie d'Al-Qaïda, et qui doit voir d'ailleurs d'un mauvais œil. Il s'est fait poster ce matin. Il y a quand même une idéologie islamiste qui est là. On ne sait pas à qui on a affaire. Et d'ailleurs, il y a même des rumeurs sur les réseaux sociaux, sur la toile, la toile en arabe, qui dit que c'est un agent du Mossad parce qu'il a déclaré ça. Donc, il va subir des pressions au sein même de son groupe, des ultra-orthodoxes, si j'ai envie de dire, qui vont vouloir qu'il aille plus loin. Donc il a intérêt de s'entourer et d'avoir quand même quelques protections. Alors, ce matin, sur les réseaux sociaux, on est en train de vérifier d'ailleurs la photo, parce que c'est une photo. Il aime se mettre en scène. Là, en tout cas, il a compris quelque chose. Et on le voit en haut d'une colline. Il est de dos et il regarde le résultat de frappes israéliennes avec de la fumée qui s'élève. Donc,
vous la diffusera bien évidemment quand elle sera vérifiée. Je vous laisse la parole, Marc, bien évidemment, mais vous parliez il y a un instant de Daesh, du risque de Daesh. Alors, si Israël frappe le territoire syrien et notamment les stocks d'armes, on vous l'a dit, bien évidemment aussi les stocks d'armes chimiques, l'Amérique, de son côté, frappe directement les bases de Daesh. C'est une volonté du pouvoir encore actuellement en place. On se posera la question que voudra faire, bien évidemment, Donald Trump, même si hier il a dit qu'il s'en lavait les mains, ou presque. On va écouter l'analyse de notre correspondant Axel Meunier. Oui, plus que jamais, le combat contre le groupe terroriste État islamique est revenu au cœur des préoccupations états-uniennes. Dans une allusion à peine voilée à Donald Trump, d'ailleurs, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, l'a redit, les Américains ont des intérêts clairs et durables en Syrie, alors que vous savez que Donald Trump, lui, ne veut pas engager son pays sur cette voie. Les Américains, eux, choisissent clairement aujourd'hui, sous l'administration Biden, d'éviter la déstabilisation de toute la région, la fragmentation du pays et surtout donc le retour du groupe État islamique. C'est le sens des 70 et quelques frappes qui ont été menées par les Américains contre des stocks d'armes et des sites de Daesh. Et c'est aussi pourquoi le Pentagone fait tout pour localiser les armes chimiques syriennes pour qu'elles ne tombent pas, je cite, entre de mauvaises mains.